Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des Grands Entretiens. Immobiles, deux soldats ailés en armure dorée, fiers gardiens d'un blason royal, se tiennent devant une tente impressionnante pour sa majesté et sa splendeur. La campagne est tranquille, mais au loin, on peut apercevoir des forteresses qui surplombent la Seine. Cette tente royale, c'est celle de Charles VIII, roi et empereur du royaume de France de 1483 à 1498. Ce paysage paradoxal, guerrier et paisible, est une œuvre picturale conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France. L'œuvre, d'un anonyme du XVe siècle, on la retrouve aujourd'hui en première de couverture du dernier livre de Didier Le Fur, Une autre histoire de la Renaissance. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Faut-il vous présenter ? Nos auditeurs, fidèles, savent que vous êtes venus sur notre antenne afin d'évoquer la figure de François Ier, un ouvrage paru chez Perrin. Et vous venez de publier un autre livre chez le même éditeur, Une autre histoire de la Renaissance. Alors, l'image de couverture que je viens de décrire n'est absolument pas anodine, bien évidemment, parce qu'elle met en avant l'idée de la puissance française d'une France conquérante, et qui semble en fait bien éloignée de l'image que l'on peut se faire de cette Renaissance. Alors, finalement, est-ce que vous pourriez définir la Renaissance et nous dire pourquoi vous semblez la remettre en cause dans votre ouvrage ? Tout simplement parce que cette notion de Renaissance est un concept. Quand les historiens ont découpé l'histoire de France à partir du 19e, même si des notions autres, comme celle du Moyen-Âge par exemple, pouvaient exister déjà dès le 15e en Italie, que ces notions d'antiquité pouvaient traîner aussi dans les titres d'ouvrages du 15e et du 16e siècle. Ces périodes dites modernes, telles que les Italiens l'avaient conçues comme une période, je vais dire, récente, nouvelle maintenant, enfin actuelle, et qu'ils avaient qualifié de moderne en Italie, et resté après dans le temps, à partir du 19e siècle, quand on a construit cette chronologie beaucoup plus structurée dans les histoires de France. Tout simplement parce que les histoires de France, pendant très très longtemps, n'ont été qu'une succession de règnes, avec des avis contraires ou pas, selon les périodes. On a longtemps, jusqu'à la fin du XVe siècle, on s'est souvent abstenu d'écrire le règne du roi contemporain, du roi régnant, pour la simple et bonne raison qu'on partait du principe qu'un roi pouvait bien commencer son règne et mal finir, et vice-versa. Donc il fallait un peu de temps. Et c'est à partir de Louis XII qu'on commence à écrire officiellement une histoire du règne, et à partir de François Ier, où cette histoire du règne va peu à peu, selon les éditions, intégrer cette fameuse histoire de France. Et donc on va l'écrire, du coup, on va écrire l'histoire au quotidien. Mais c'est une histoire telle qu'on veut l'admettre, c'est-à-dire une histoire très favorable à la monarchie, et qui se structure comme ça par rapport à des événements dont on a envie de garder mémoire. Avec les successions de régimes politiques au XIXe siècle et leur nécessité de s'intégrer à la fois dans la longue histoire de France, dans cette légitimité française, et d'une sorte de progrès aussi, de politique et puis aussi social, culturel et autres, eh bien, on a structuré un peu différemment ces périodes. Cette période médiévale est devenue un temps, j'allais dire, oui, un temps obscur, carrément, autant le dire, franchement. C'était déjà fait, dès 18e, hein, mais ça devient complètement une évidence au 19e. Complètement imprégné par un collectivisme, si j'ose dire, j'utilisais le mot chrétien, et cette renaissance, c'est-à-dire en gros ce temps de la fin 15e et 16e et début 16e siècle, ce temps d'un retour à l'individualisme et d'une certaine liberté de l'homme face à justement cette emprise religieuse pour justement se développer davantage. Même si la notion de renaissance politique, elle a été faite déjà sous la Restauration, avec justement cette monarchie restaurée, renaissante, elle aussi, et qui ne pouvait pas être celle de 1789 parce que elle avait été reniée, rejetée, et qu'il fallait réinventer
une monarchie, j'allais dire moderne, mais donc modérée, plus adaptée aux volontés et aux désirs des populations, et peut-être aussi par un idéal de la monarchie. De cette monarchie, donc, qu'on aurait trouvé, qui aurait existé, soi-disant, sous Louis XII. Et comme Louis XII était ce restaurateur pour les propagandistes de Louis XVIII, le restaurateur de la monarchie idéale, qui se serait dégradée avec l'absolutisme, eh bien, il fallait aussi un autre personnage pour enrichir un petit peu la chose. On a choisi François Ier essentiellement, qui était son successeur, c'était bien pratique, et puis aussi parce que ce monsieur avait raté beaucoup de choses dans sa vie, sauf que à la fin et dans les éloges funèbres qu'on lui avait consacrés, eh bien, on l'avait appelé le restaurateur des lettres et des arts. Des lettres par rapport à ce développement, non pas du roman ou de la littérature ou de l'imprimerie, mais par rapport à l'implantation en France de l'éducation, enfin de l'apprentissage du grec, de l'hébreu et du latin classique. Et puis des arts, non pas des arts artistiques, mais c'est-à-dire les arts libéraux, de la médecine, les mathématiques et autres. Tout ça se rassemblant dans cette espèce de chose qu'on va appeler plus tard le Collège de France, mais qui à l'époque n'était qu'une dénomination d'enseignants par rapport à ces matières. Cette image de François Ier est incarnant une création intellectuelle et artistique. Elle était aussi nécessaire pour ces hommes du début du 19e siècle, puisque la France est occupée par les armées étrangères, le traité de Vienne lui interdit de faire la guerre, elle ne peut plus jouer ce rôle politique qu'elle avait auparavant et ses prétentions expansionnistes, elle est donc obligée d'exister autrement. J'allais dire autrement ou comme d'autres principautés au XVe siècle, qui n'avaient pas non plus, cette époque-là, les possibilités d'augmenter terriblement leur territoire, mais qui voulaient et cherchaient à s'illustrer autrement que par l'aspect financier, et bien par un développement intellectuel, comme à Florence, comme dans le duché de Bourgogne ou ailleurs. Et en fait, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais en tout cas, ils sont revenus à cette notion-là, et cette renaissance, entre guillemets, qui n'avait pas encore ce mot, qu'on appelait plus révolution, eh bien, dans l'idée de révolutionner quelque chose ou de rétablir quelque chose. Et révolutionner un État qui serait abandonné pour le remettre à l'origine. Eh bien, va rester dans la tête des gens. Et voilà, par une succession encore, arriver jusqu'à Michelet, qui va donner définitivement, ou en tout cas il l'a proposé et que ça va être accepté après définitivement, le mot de renaissance avec un majuscule qui correspond à une période chronologique bien définie. Enfin, en tout cas bien définie, même si on va changer au fur et à mesure des temps la date de naissance et la date de mort. Alors c'est Michelet qui a inventé le terme renaissance ? Non, il n'a pas inventé le terme de renaissance, il l'a imposé dans son histoire de France comme une période chronologique, avec, je vous l'ai dit, un début. Pour lui, c'était 1494 et l'arrivée des Français en Italie. Et donc, c'est une idée d'une rupture. Parce on part du principe d'une idée que, comment vous dire ça, que l'homme, presque miraculeusement, aurait compris, miraculeusement là aussi, que finalement faire du béni oui avec la religion chrétienne est une imbécilité, qu'il aurait découvert d'un seul coup là encore sa liberté et son individualisme, sa liberté de penser, et qu'il serait mis en marche, si j'ose dire, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, vers le futur et vers un avenir forcément plus glorieux, en intégrant bien évidemment, ça c'est Michelet, consciemment ou inconsciemment encore, cette notion de philosophie de l'histoire qui correspond à un progrès continuel qui se serait mis en parallèle avec un progrès technologique et scientifique. Alors c'est ce qui nous interpelle quand on voit votre titre, c'est que vous semblez soulever l'idée que cette histoire est incomplète. Pourquoi pensez-vous que l'histoire de la Renaissance est incomplète ? C'est tout simplement parce que justement, en gardant cette notion de progrès,
C'est-à-dire qu'en sélectionnant, on part du principe que voilà, on est au début de l'âge de la période moderne, que de ce qui va devenir, enfin pour ces hommes du 19e en tout cas, mais même pour les gens du 20e, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire de cette civilisation, ce mot qui n'existe pas avant la fin du 18e aussi, cette notion de civilisation globale, puis après de ces civilisations dites nationales, et notamment la civilisation française qu'on va structuré au début du 19e, eh bien on va rechercher dans ce temps, j'allais dire, les prototypes qui correspondraient le mieux à une excellence humaine de création et qui se serait prolongée par la suite, enrichie, et que tous les autres qui se seraient un peu écartés auraient été des accidents, des maladresses, des choses inutiles, susceptibles d'être oubliées, pour justement arriver à cette glorification du temps présent qu'est ce 19e, pour Michelet étant un idéal aussi républicain, pour d'autres un idéal monarchique modéré, ou d'autres encore un système impérial. Il y a eu tellement de régimes au 19e que c'est un peu compliqué, et chacun a choisi un petit peu sa dose. Michelet ayant été aussi d'abord catholique et royaliste, ayant fini athée, proche des protestants et républicain. On est dans une constante évolution aussi par rapport à d'autres personnes de ce genre. Chacun va écrire son histoire, chaque régime du 19e va écrire sa renaissance, entre guillemets, en accentuant plus ou moins certains aspects, mais tous vont garder quand même cette idée de perfectibilité humaine et surtout leurs repères, puisque les repères n'ont pas changé, par rapport à un idéal scientifique, un idéal intellectuel et un idéal artistique. Or, quand on travaille un petit peu sur ce XVIe siècle et sur cette période, eh bien, on s'aperçoit que toutes ces préoccupations ne sont celles que de quelques-uns, et que la politique du temps, l'énergie et voire même l'idéal de cette époque ne correspond absolument pas à celle que les historiens du 19e vont créer, puis après ceux du 20e vont poursuivre. Alors, et c'était le but du bouquin, voilà. Dans vos 13 chapitres, vous prenez le parti donc d'étudier les dynamiques politiques et militaires, notamment de la France et de l'Italie. Alors, pourquoi cet angle ? Tout simplement parce que c'est une France expansionniste. Qu'est-ce que cette France de la fin 15e, début 16e? Elle sort d'une guerre longue, d'une guerre contre l'Angleterre qui a été éprouvante et qui a entravé une politique expansionniste déjà entamée depuis le XIIe siècle. Tous les États sont dans cette logique quand ils ont un peu de puissance, un peu d'argent et assez de finances pour pouvoir construire des armées. Et voilà. Il y a aussi un système de droit. Les rois de France ont pratiqué une politique de ce genre très très active, notamment par des mariages royaux. Et le but, c'est, j'allais dire, de recomposer cette France qui était déjà un débris d'un empire, l'empire de Charlemagne, et qui cherche à se recomposer. L'empire allemand, l'empire germanique s'était recomposé déjà aux 2/3. Enfin, les Allemands, plus exactement, avaient recomposé aux 2/3 l'empire de Charlemagne. Les Français ont résisté à ça, mais ça n'a pas empêché que c'était pas dans une logique nationaliste, c'était dans une logique de résistance pour pouvoir justement prendre le pas un jour ou l'autre. Et à partir du XIIe siècle, ils se sentent de plus en plus capables de le faire. La guerre de 100 ans va entraver ce processus. Son achèvement au milieu du XVe siècle, puis après la restructuration du royaume et le développement et les droits justement qui ont acquis par la monarchie, notamment sous Louis XI et puis encore sous Charles VIII et Louis XII, pour des territoires nouveaux, va développer cette politique expansionniste. Sauf que jusque-là, les territoires à conquérir étaient frontaliers ou proches de la frontière. Là, pour une fois, c'est de l'autre côté des Alpes, c'est un peu plus loin. Ça permet et ça laisse croire à une aventure presque chimérique, puisqu'elle va se solder par un échec. Sauf que pour eux, c'est tout aussi logique que d'aller conquérir un bout de la Flandre ou un bout du duché de Lorraine. En effet, vous développez particulièrement les expéditions françaises en Italie, et notamment celle de Charles VIII. Alors, est-ce qu'on peut expliquer des liens forts et persistants entre l'Italie et la France pendant toute cette période ? Elle est constante puisque la France revendique le
le royaume de Sicile, qu'on va appeler ensuite le royaume de Naples, et à partir de Louis XII, le duché de Milan. Sans parler de la République de Gênes, qui a joué depuis la fin du XIVe siècle avec un droit plus ou moins de suzeraineté avec la France, sans y être trop attaché. La guerre faisant, avec les Anglais, Gênes s'est mise davantage sous la protection milanaise. Mais qui dit être propriétaire de Milan, dit être aussi directeur de cette République. Cette politique et comment vous dire ça, ce désir et cette présence italienne fait aussi que l'Italie étant un conglomérat d'États, il y a des alliances nécessaires pour pouvoir, conquérir et demeurer. Venise est puissante encore, Florence l'est moins, même si elle a de l'argent, mais la papauté, elle est essentielle. D'abord parce que la papauté est suzeraine du royaume de Sicile, et ensuite, j'allais dire, rien ne se fait vraiment si le pape ne le désire pas vraiment. Et c'est pour ça que Charles VIII va le faire d'une manière forcée, et que les autres, pour pouvoir conserver leur territoire, même si ça ne sera pas plus glorieux, eh bien, vont essayer régulièrement de s'associer par contre avec la papauté. Détruisant au passage, depuis Louis XII, la République de Venise, puisque même si Venise va rester une puissance économique jusqu'au XVIIIe, après la bataille d'Agnadel en 1509, sa puissance politique et ses prétentions territoriales et dominantes dans la péninsule vont vraiment prendre du plomb dans l'aile. Donc au sujet de l'intervention de la France en Italie, est-ce qu'on peut dire que la France a joué un rôle important dans la constitution des États modernes italiens? Je ne le crois pas parce que tout simplement ils vont mettre encore 4 siècles et demi pour s'unir, même si le rêve de l'unité italienne demeure. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que pendant très très longtemps, cette Italie qui a dominé le monde, avec cette Rome le monde méditerranéen, le monde occidental pour nous, et s'est fracturée, a joué de rivalité constante, et que la France, depuis le XIIIe siècle, est arrivée comme une sorte de gendarme. Donc il y avait toujours déjà cette idée d'une intervention française possible pour rétablir l'ordre, entre guillemets, ou en tout cas rétablir les libertés des uns par rapport à la tyrannie des autres. Et bien évidemment, les Français vont jouer de ce rôle-là quand ils vont envahir l'Italie, ou en tout cas certains territoires italiens, pour pouvoir les posséder et les intégrer à leur puissance et au royaume de France. Et d'autre part, comment vous dire ça? J'ai oublié ce que je voulais vous dire, là, on coupe. Et donc, forcément, la division de l'Italie était, j'allais dire, presque nécessaire à la France, puisque elle lui permettait de s'implanter. Si elle était unie, c'était beaucoup plus compliqué à la conquérir. Et d'autre part, il y a toujours cette idée constante, là encore, d'une idée d'unification de l'Italie, mais pas forcément, j'allais dire, simplement italienne. C'est l'idée d'unification chrétienne. Et là, on rentre dans la logique qui a justifié l'intervention des rois de France dans certains territoires italiens, c'est-à-dire cette image prophétique que les rois de France s'étaient intégrés par le biais notamment de plusieurs prophéties, et qui justifiaient ou légitimaient les voyages lointains, les conquêtes italiennes, les guerres de conquête, les guerres aussi contre de mauvais chrétiens, et aussi cette espèce d'hégémonie française que les rois de France cherchaient à imposer et à structurer. Quand on ouvre votre ouvrage, on découvre tout un pan de cette histoire de la Renaissance. Donc les relations... Sans œuvres d'art, sans statues et sans jolis châteaux, je vous préviens. Ça, c'est une image vraiment... Ça, j'y tiens parce que dans cette notion de Renaissance, c'est tellement focalisé, c'est tellement fixé, cette idée l'image d'Épinal, de Chambord, avec Madame et Monsieur tout joli, devisant devant un beau jardin sous un ciel bleu. Et on a l'impression que la France n'est que ça. Or, c'est 17 millions de gens, il y a 90% de gens qui souffrent de ces
ces guerres continuelles qui ont été ces guerres d'Italie. Il y a des famines, il y a des épidémies, il y a des vols. Quand il y a la guerre sur les frontières à l'est, eh bien il y a des truands ou autres qui ravagent d'autres provinces qui sont un peu plus en paix entre guillemets par les armes, mais qui ne le sont plus dans leur sécurité quotidienne. C'est un temps difficile. Et même cette cour de France prétendue si éclatante, eh bien finalement c'est au regard des autres, et notamment des ambassadeurs italiens qui sont un peu plus soucieux de cette image-là, mais aussi espagnols, anglais ou allemands. C'est une cour de saltimbanque qui est sans arrêt sur la route et qui n'a strictement rien à voir avec l'image d'Épinal qu'on a construit depuis le 19e et avec le cinéma et la télévision depuis le XXe siècle. Voilà ma petite parenthèse finie. Oui, tout à fait. Et ce paradoxe est encore plus frappant lorsque vous développez et vous insistez sur l'escalade de violence dans les rapports entre Charles Ier et François Ier. Oui, Charles Ier qui va devenir Charles Quint et qui cette rivalité, cette prétention française hégémoniaque comme ça, qui part du principe que les Français sont les meilleurs chrétiens, les rois de France élus par Dieu, choisis par Dieu pour christianiser le monde et aider au retour du Christ sur terre. Forcément, ils sont pas les seuls à revendiquer cette espèce d'ambition ou en tout cas ce prestige immense, c'est tout. Hein, et Charles Ier d'Espagne, qui va devenir ce futur Charles Quint, eh bien, à 19 ans, quand il est élu roi des Romains, eh bien, a aussi ces prétentions-là. Et forcément, les guerres, les rivalités vont jalonner tout le règne de François Ier, mais aussi tout le règne de Charles Quint, puisque Charles Quint, quand il abdiquera au milieu du XVIe siècle, eh bien, aura fait encore la guerre de plusieurs années à Henri II, roi de France, fils de François Ier. On est dans cette logique ça peut paraître comme ça, de loin, comme un combat de coq, mais finalement, c'est tout aussi important que ce combat guerre froide qu'il y a eu dans la deuxième partie du XXe siècle entre ces deux blocs qui cherchent eux aussi à dominer par rapport à une idéologie, certes, mais là c'est la même pour Charles Quint et François Ier, mais c'est une histoire de qui sera le plus légitime. Eh bien pour cette guerre froide, finalement, c'était dans la notion de liberté, mais on était aussi dans cette notion de légitimité là. Et cette espèce de confrontation là, eh bien a envahi tout l'imaginaire, toute la littérature. Et les processions, toute la demande, les peurs qui ont jalonné tout ce quotidien de ces Français, mais aussi de ces Allemands, de ces Espagnols, de ces Italiens, et de ces Flamands aussi, même des Anglais et Écossais, eh bien, tout ça correspond à un temps que les historiens, souvent, ont traité dans certains articles, dans certains colloques, mais qui n'apparaît jamais dans ces histoires dites de la Renaissance, où on préfère privilégier justement, là encore, comme on en parlait tout à l'heure, cette notion de progrès artistique, intellectuel, scientifique, voire même religieux, avec la notion de réforme, puisque la réforme a été longtemps considérée comme un progrès par rapport à la religion catholique. Donc on parle de l'Italie, on parle de l'Europe, mais vous exposez les liens très forts entre la France et le monde musulman. Pourquoi ? Parce que c'est très très important. On a regardé ça comme si c'était une ouverture de la France, là encore, par rapport à nos propres projections d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'ouverture d'État à État, et non plus en oubliant tout l'aspect religieux. Or, si François Ier a cherché à tendre la main vers les Ottomans, d'abord parce que l'Empire ottoman était quand même la puissance la plus importante qui pouvait exister en Méditerranée à cette époque, qu'elle devenait dangereuse pour les pays chrétiens, qu'elle suscitait régulièrement dans l'imaginaire chrétien des peurs, mais aussi des ambitions de croisade quand il y avait un temps de paix, parce que c'est ça qui est toujours amusant, c'est que les chrétiens se font la guerre en espérant la paix pour qu'une fois qu'ils soient tous en paix, faire encore la guerre contre d'autres, c'est-à-dire ces infidèles et par conséquent ces musulmans incarnés par l'Empire, par les sultans ottomans. Et cette main tendue, entre guillemets, lentement, hein, vraiment très très lentement, ça a mis plus de 15 ans à se structurer correctement, eh bien, c'était une manière pour François Ier j'allais dire, de sauver ce qu'il avait envie de sauver
dans l'Europe chrétienne, c'est-à-dire ces territoires italiens où, quand il les avait perdus, de les récupérer. Il avait tendu la main aussi au roi de Pologne, à différentes principautés le long de l'est de l'Empire, et puisque ces territoires, et notamment celui de Hongrie, étaient régulièrement attaqués par les Ottomans, eh bien, passant de la Hongrie, il est passé directement à Soliman et donc à des rapports de plus en plus étroits. Mais sur le plan diplomatique, puis après sur le plan politique, à partir du moment où officiellement et concrètement, dans les années 1540, les Turcs sont venus aider le roi de France à lutter contre Charles Quint. Sauf qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que François Ier est toujours resté très chrétien, que Soliman est toujours resté musulman, et qu'il était hors de question que chacun oublie sa nature profonde ou sa foi et sa religion. Et d'autre part, François Ier n'a jamais présenté, et même Henri II d'ailleurs, quand il va suivre cette politique, n'a jamais présenté cette alliance. D'abord totalement officiellement pour François Ier, même si elle va l'être après pour Henri II, comme quelque chose d'une diplomatie dite laïque. C'est François Ier, s'il s'allie à Soliman, c'est parce que Soliman sait que François Ier est le plus grand chrétien et que par conséquent, ce Soliman va se convertir. Alors pourquoi pas l'aider et lui ouvrir les bras, même s'il est encore musulman, puisque de toute façon la finalité est de cette foi, et de l'évolution de cette foi, est pour un baptême. Par ailleurs, ça correspondait aussi ça permettait de compléter l'imaginaire du roi de France, premier chrétien, dernier empereur des prophéties, et qui allait convertir le monde entier. Et donc, cette alliance-là avec le monde musulman, eh bien, évitait une croisade très chère, coûteuse en hommes, en argent et en tout, et qui permettait donc de fait d'accélérer une possible conversion des musulmans grâce à l'intervention française. C'est une action, c'est une image, c'est une construction idéologique et une vraie propagande développée par les publicistes de François Ier. Jamais Soliman n'a pensé à se convertir un seul instant, mais l'important, c'est qu'en France, on l'ait cru et qu'on l'ait présenté comme ça. Mais ce qui voulait dire aussi que le roi de France restait foncièrement chrétien et persuadé d'être le plus grand de chrétiens, voire même le plus grand de tous les princes. Le projet de monarchie universelle est un thème que vous développez dans votre ouvrage. Est-ce également un thème central dans les dynamiques et dans les volontés des princes de cette Renaissance? C'est essentiel. Cette idée de monarchie universelle, elle jalonne toute la littérature de l'époque, toute la littérature politique, et autant en France, mais aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'Empire, et voire même en Angleterre, puisque même Henri VIII va avoir des prétentions universalistes aussi. Ça permet... C'est très pratique parce que ça permet à la fois de se donner une image glorieuse puisqu'on devient un sauveur. Ça permet aux gens à qui cette promesse est adressée d'être plus patients parce que on se dit oui ça va arriver, donc finalement on accepte de payer, on accepte quelquefois même de mourir dans cet espoir de paradis de nouveau sur terre, avant d'attendre cette mort qui est promise à toutes. Et puis surtout, ça permet très logiquement de justifier toutes les conquêtes, bien plus que le droit, qui est toujours ambigus pour tous, puisque tout le monde peut réclamer des droits sur la plupart des territoires que les rois de France réclamaient. Les Italiens, on pouvait en réclamer aussi, enfin certaines principautés, plusieurs chefs, plusieurs souverains aussi européens pouvaient le faire d'ailleurs, ils l'ont fait. Et donc cette idée de monarchie universelle, eh bien permettait d'oublier toutes ces contingences, j'allais dire matérielles et trop concrètes, pour proposer un idéal extrêmement puissant. Et cette monarchie universelle, eh bien, elle est tout aussi importante
dans l'imaginaire de ces hommes et de ces femmes à la fin du XVe et début XVIe siècle que pour nous, tout ce que l'on peut proposer serait rapportant à la notion du progrès, à notre amélioration de notre quotidien, de notre vie sociale ou voire même de notre propre pensée. Et cet imaginaire des hommes de la Renaissance est également nourri par une mentalité religieuse très forte. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre ces conquêtes et la question du salut et du salut éternel pour chacun des Elle est évidente Français. parce que là encore, on a tendance parce qu'il y a réforme existant, eh bien, on a tendance à croire que que le monde catholique, puisqu'il va perdre au fur et à mesure des siècles sa puissance, que c'est l'étincelle qui va allumer le feu. C'est pas tout à fait vrai. La réforme, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais la réforme protestante en France, ça fonctionne pas. Elle marche mal sous Luther, et même si le calvinisme va mieux fonctionner, en définitive, ça marche pas. Et ça ne veut pas dire pour autant que les protestants ne vont pas revenir en France au 19e et reprendre leur vie et être acceptés dans leur religion et tout ça. Ça n'a rien à voir. Mais dans ce temps-là, ça fonctionne pas comme ça fonctionne en Allemagne, comme ça fonctionne d'une autre manière en Angleterre ou dans d'autres États. Et c'est donc cette puissance religieuse et chrétienne, elle est entretenue par la monarchie parce qu'elle en a besoin. Si la réforme aurait été organisée par le haut, c'est-à-dire par les gens d'église, voire même par la papauté elle-même plutôt, eh bien, le roi de France aurait forcément soutenu cette réforme. À partir du moment où elle vient par le bas, et voire même de l'étranger, pour Luther, eh bien, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Et il y a un rejet, obligatoirement, parce que là, du coup, la puissance et l'autorité royale, elle ne fonctionnent plus. Pour Calvin, ça va être la même chose, même si Calvin, et ça c'est une autre histoire, Calvin étant français, ces textes vont paraître autant en latin qu'en français immédiatement. Il y a un rapport avec des adresses au roi de France qui vont être importantes, qui vont être publiées, et donc il y a toute une évolution comme ça qui se fait beaucoup plus rapidement. Ça c'est incontestable. Mais après la Saint-Barthélemy, ça s'effondre quand même constamment. Et avec au XVIIe, la progression protestante ne marche plus. Enfin, même à la fin du XVIe, après la Saint-Barth, ça fonctionne plus. Mais ça a marché un temps. On l'a cru un temps. Et la progression a été fulgurante. Sauf que l'Église, elle est toujours là. Elle cherche aussi à exister. Elle se réforme aussi, avec sans doute nécessité. Notamment lors du Concile de Trente, mais ça c'est des projections qu'on a nous. C'était pas forcément une évidence, ça a été difficile. Et puis il y a plein de gens aussi, plein de catholiques qui ne l'ont pas compris, toutes ces réformes-là, ou qui n'y ont pas adhéré forcément immédiatement. Et par ailleurs, faut jamais oublier que Dieu est partout, que dans tous les textes. Au quotidien, que le peuple, quand il n'a pas d'argent et quand il est dans ses villages, et son église, elle est toujours belle et propre, parce que justement c'est le luxe partagé, et donc c'est le luxe lié autour de Dieu, que les processions sont constantes pour la paix, pour qu'une guerre s'achève, pour que la paix perdure, pour une alliance, pour un projet d'alliance. C'est organisé par l'État, enfin par le pouvoir royal. Quand le roi est absent, c'est le régime, enfin le gouvernement, notamment une régence, souvent, et notamment sous François Ier, qui organise toutes ces choses. Et c'est pas simplement qu'à Paris, c'est dans les plus grosses villes de France, et même, voire même individuellement dans d'autres villes beaucoup plus étroites et beaucoup plus petites. Pareillement, quand il s'agit d'un mariage, d'une naissance, ou voire même d'un deuil. Tout ça, c'est constant, c'est totalement imprégné. Et là encore, on a fait une sélection dans la littérature, par exemple, sur des livres qui auraient un peu craché sur la religion, genre Rabelais ou autres, ou qui se seraient positionnés d'une manière un peu différente, voire un peu éloignée, comme pour Jean Marot. Mais on a oublié tous les autres textes. Toutes les rééditions du 14e, 15e, des romans de chevalerie et autres qui ne parlaient que de ça.
tous les textes qui ne faisaient que vanter la vie des saints ou la vie simplement de Marie, de Sainte Anne ou de Joseph, qu'on a complètement réinventé aussi à l'époque, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et ou voir de Jésus, il y a des tas de textes comme ça. C'est toute cette littérature-là qui était excessivement abondante. Au XIVe, XVe, se structurant par le manuscrit et se développant de plus en plus grâce à l'imprimerie, c'est aussi tous les autres poètes et tous les autres littérateurs qui vont écrire aussi pendant toute cette période à la gloire de la religion catholique. Et ces textes-là, c'est vrai, ils ont tous été oubliés, soit parce qu'on a considéré que le contenu ne correspondait pas justement à cette notion du progrès, soit parce que c'était de la mauvaise littérature, et c'était vrai aussi, parfois, mais ça n'empêche pas que c'était quand même l'imaginaire régulier. Un peu comme aujourd'hui, des tas d'écrivains ou des tas d'idées qui peuvent paraître dans la presse, en radio ou par des livres, eh bien, il n'y a pas à en douter, ne tiendront pas 20 ans encore, parce que justement les choses évoluent et qu'on aura une sélection par rapport à cette notion de perfectibilité. On peut dire que Louis XII s'attribuait un rôle messianique ? Ah oui, Louis XII c'est là aussi, c'est toute l'ambiguïté de ce prince, c'est que souvent on a regardé ce prince comme un roi modéré, voire même on l'a même prétendu constitutionnaliste. Alors là, c'est quand même assez drôle, mais pas du tout. C'est un homme qui a les mêmes ambitions, voire même qui a bien plus d'ambition que Charles VIII et pour conquérir ces territoires italiens. Il y parvient admirablement bien. Et avec des victoires rapides. C'est sans doute le temps où la France est la plus puissante sur le plan militaire, sur le plan territorial jusqu'à Napoléon. Et c'est aussi la France, le moment où la France est le pays le plus riche d'Europe, puisque parce que tout simplement, il n'y a plus de guerre sur le royaume. Toutes les guerres sont exportées en Italie. Ce sont les Italiens qui payent le 3/4 de ces guerres, et que les Français, de fait, en paix, peuvent continuer à prospérer. Et comme ces victoires sont rapides et incontestables, et que ces voisins ne peuvent pas, au moins jusqu'à temps que le pape se mette en opposition à lui, mais au moins pendant plus de 10 ans, eh bien, la France de Louis XII est incontestablement le temps où la France a été la plus puissante et la plus forte, oui, sur tous les aspects. Vous intitulez un de vos chapitres « Le mythe du dernier empire ». Que recouvre cette expression ? Ça rejoint toute cette logique de monarchie universelle, de prophétie dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, le but, c'est on est dans ce temps depuis Daniel, avec ces 4 monarchies, la dernière devant s'achever et offrir au monde ce Messie. Les Juifs l'attendent toujours. Les chrétiens l'ont trouvé avec Jésus. Et comment on appelle ça, ce monde que les chrétiens ont structuré, ben, il fallait, là encore, pour prouver la véracité, là encore, l'idée du retour du Christ sur Terre, définitivement, pour réinstaller ces fameux âges de Saturne, ces fameux âges d'or, celui d'avant la chute. Et on y croit comme... oui, sans doute avec beaucoup de sincérité. Certains peut-être pas du tout, faut pas se leurrer non plus, hein, mais ils se taisent, en tout cas on le sait pas. Et pour la plupart, eh bien cette espèce d'idéal ne se situe pas dans le futur, mais dans le retour au passé. Et c'est ça toute la différence finalement avec ce concept qu'on a de la Renaissance d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui serait le point de départ, le point d'appel vers notre modernité et vers notre futur idéal, alors que pour eux, leur Renaissance, c'était la Renaissance du Christ, si j'ose dire, et qui permettait là un retour et un bond au passé pour justement ce paradis terrestre que tout le monde attendait, tout bêtement. On peut penser une continuité entre ce projet de monarchie universelle et l'esprit colonial qui s'est développé au 19e ? Il y a toujours l'idée du sauveur,
C'est toujours l'idée de la puissance française ou de la puissance occidentale, la puissance chrétienne, qui va éduquer. Alors, va s'intégrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette notion de civilisation, qui est assez française, parce que les Allemands, par exemple, privilégier le mot de culture, et les Anglais aussi. Et s'il y a des petites nuances, d'ailleurs, c'est des mots qu'on réutilise plus facilement aujourd'hui, genre c'est ma culture, c'est une culture depuis les années 80. C'est assez récent. Longtemps, on n'a parlé que de civilisation en France. Et cette idée, tout bêtement, la France ne veut plus se développer en Europe. C'est fini. C'est pratiquement après Napoléon, ils se sont aperçus que c'était quand même pas possible. Et comme les Anglais se structuraient un empire colonial d'une nouvelle façon que l'empire colonial espagnol ou portugais, qui entre temps s'était complètement liquéfié, cette France qui n'a pas toujours regardé vers au-delà des océans, et qui, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, a tenté de grappiller toujours à droite à gauche, Napoléon étant dans cette même logique-là, va, à partir des années 1830 et la conquête de l'Algérie, et puis la création de l'Algérie surtout, et puis après d'autres territoires, reprendre finalement, j'allais dire d'une manière pas laïque, mais plus humaniste peut-être, cette idée d'universalité, mais à la française, et donc de diffuser non plus la religion chrétienne, non plus l'espoir du retour du Christ, parce que ça c'est oublié, mais au moins de cette civilisation française éclairée par les Lumières, par tout son patrimoine justement de modernité qu'elle offrait généreusement, si j'ose dire, au monde entier. Mais c'était aussi, là encore, ça peut paraître comme ça, avec des mots quelquefois qui peut paraître un peu au second degré, mais il y avait plein de gens qui étaient parfaitement sincères aussi là-dedans. Et on critique beaucoup Jules Ferry en ce moment, mais je pense sincèrement qu'il était sincère quand en 1885 à Berlin, il parlait de ce don, de ça, et quand il y a qu'à voir les textes aussi de tous ceux qui ont travaillé et participé à la présence française dans ce qui va devenir l'Algérie. Et là aussi, il y a une volonté farouche. C'est très sincère. Après, il y a aussi tout le côté machiavélique, tout le côté un peu scabreux de ce que d'autres pouvaient imaginer pour s'enrichir et autre chose. Mais beaucoup ont cru au bien fondé de cette diffusion, de cette civilisation. Voilà. Merci beaucoup, Didier Le Fur, pour votre éclairage, pour la nouvelle lecture que vous nous proposez de la Renaissance dans une France conquérante. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une autre histoire de la Renaissance, publié aux éditions Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Grands Entretiens.